France 24, LCP, Public Sénat, présente. Bonjour à tous et bienvenue pour Ici l'Europe, votre émission proposée par France 24 et les chaînes parlementaires. Perte de repères dans un monde changeant, diplomatie opaque de nos ennemis mais aussi de nos alliés. Il y a véritablement un manque de visibilité criant sur le futur des 27 et les réseaux sociaux qui amplifient le tout et nous enferment dans des bulles. Faut-il les interdire pour les plus jeunes au nom de leur santé mentale? C'est la question que nous poserons dans notre seconde partie débat. Mais auparavant, je vous propose une mise en perspective. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Hubert Védrine. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement Jospin, à l'époque ancien secrétaire général aussi de la présidence de la République sous François Mitterrand. Alors vous êtes l'auteur aujourd'hui, après de nombreux livres, de Après l'Occident aux éditions Perrin-Lafon, avec d'ailleurs l'anthropologue Maurice Godelier. Et vous estimez que, je cite, « l'Occident ne peut plus imposer ses valeurs ». Qu'est-ce que ça veut dire pour l'Europe en particulier ? Maurice Godelier, notre grand anthropologue, après Lévi-Strauss, est venu me voir il y a quelques années, donc c'est avant Trump. Il vient me voir, il me dit « Moi qui ai passé ma vie en Afrique ou ailleurs, en Papouasie, j'arrive aux mêmes conclusions réalistes que vous. Moi, j'ai vécu dans la réalité. L'Occident ne peut plus imposer ses valeurs. Or, l'histoire de l'Occident, c'est aller évangéliser toutes les nations, aller démocratiser, aller droit de l'homiser, etc., etc., etc. » Et il y a beaucoup de gens en Europe, parmi les gens les plus convaincus, les plus sincères, les plus généreux, continuent à penser comme ça. Et l'anthropologue me dit, ça marche plus. Il faut distinguer l'Occident historique, la chrétienté, l'Empire romain d'Occident, la chrétienté, modifiée un peu par les Lumières, mais c'est un mélange des deux, la colonisation du monde entier, etc., etc., et l'Occident contemporain géopolitique, celui qui a été inventé par Churchill et Roosevelt face à Hitler, reconduit après la guerre, traité de l'Alliance Atlantique face à Staline, et qui a vécu jusqu'à maintenant, puisque les Européens avaient supplié les Américains de les protéger. Et qui a vécu ces dernières heures surtout ? C'est ce qu'on va voir, d'où les questions. Peut-être, avec Trump, on est obligé de se poser les questions, parce qu'on n'est pas sûr de la suite. Justement, quelques cas pratiques. Comme chaque semaine, nous vous proposons de nous pencher sur des nouvelles choisies. C'est l'Europe en bref, avec Oyana Almandoz. Face à la Chine et aux États-Unis, Emmanuel Macron plaide pour un grand emprunt européen. Si nous voulons investir suffisamment dans l'espace, la défense et la sécurité, les technologies propres, l'intelligence artificielle et le quantique, et transformer notre productivité et notre compétitivité, la seule solution est de recourir à l'émission d'une dette commune. Il faut, selon lui, lever 800 milliards d'euros et même 1200 milliards d'euros par an, en incluant les dépenses de défense, en émettant des obligations ou eurobonds sur les marchés mondiaux au nom des 27. Mais au sommet sur la compétitivité du 12 février, l'Allemagne a rejeté tout endettement en commun avec des pays moins rigoristes. Le chancelier Merz encourage plutôt la déréglementation pour les entreprises et un effort de productivité. À ce sommet, les 27 ont listé d'autres mesures phares comme la préférence européenne. Les entreprises bénéficiant de subventions publiques devront privilégier l'achat de produits européens. Réduction du prix de l'énergie, nécessité de conclure des accords commerciaux selon certains, les propositions sont multiples, mais les pays membres ne sont pas à l'unisson. En mars, lors du prochain sommet européen, la Commission doit présenter son plan d'action. 458 voix pour, 140 contre et 44 abstentions. Les eurodéputés ont approuvé le prêt européen de 90 milliards d'euros pour aider l'Ukraine face à la Russie, notamment pour acheter des armes. L'Ukraine ne remboursera l'UE que lorsque les Russes lui auront versé des réparations de guerre, une fois le conflit terminé. Jordan Bardella a voté contre, dénonçant, entre autres, la possibilité pour les Ukrainiens d'acheter des armes non européennes. Ses détracteurs l'accusent de soutenir la Russie. Alors, Hubert Védrine, 90 milliards pour aider l'Ukraine, milliards d'euros, face à la Russie, notamment acheter des armes, alors que Trump a vraiment fermé le robinet. C'est bien. Est-ce que c'est bien aussi, est-ce que vous comprenez la démarche d'un Jordan Bardella qui vote contre ? Alors, sur l'Ukraine, je voudrais dire ici que je partage l'avis des vieux réalistes américains, bien avant Trump, qui considèrent que les États-Unis ont très mal géré la Russie d'après l'URSS, et que pendant les 10, 12, 15 années après, avec Yeltsin,
Poutine 1 et 2 et Medvedev, il fallait agir autrement que de traiter la Russie en quantité négligeable, complètement dépassée, etc., etc. Donc ces gens comme Kissinger, Brzezinski, Mearsheimer, Kennan, et même encore maintenant, Graham Allison, Jeffrey Sachs. Donc ils ont un point de vue qu'on peut confondre avec le Trumpisme, qui nous choque, mais qui est bien avant, qui disent en gros, il fallait gérer autrement, et de toute façon, la Russie doit redevenir un interlocuteur. Évidemment, l'opinion française et l'opinion européenne en général n'est pas du tout là-dessus, elle est complètement binaire, tout est de la faute de Poutine, qui est un monstre, il faut l'arrêter. Bon, en pratique, ça revient au même, parce qu'il faut dissuader la Russie, mais personne de sérieux pense qu'il y aura la guerre mondiale pour aider l'Ukraine à reconquérir le Donbass. Je ne parle même pas de la Crimée. Et les gens sérieux, en vrai, ne pensent pas que Poutine ait les moyens d'attaquer l'Europe, en vrai. Au bout de 4 ans de guerre, après des centaines de milliers de morts du côté russe, en plus des horreurs infligées aux Ukrainiens, il n'a même pas conquis Donc il ne faut pas faire un emprunt de 90 milliards. Aider l'Ukraine à tenir bon. Il y a encore les États-Unis. Et à se reconstruire après, oui, c'est une partie du sujet. Et quand l'Ukraine aura dû se résigner à un mauvais accord, il n'y aura pas de solution, mais il y aura un arrêt des combats à un moment donné, sur une ligne comme ça. Il faudra évidemment beaucoup aider l'Ukraine. Ça, c'est bien, ça. Mais ce n'est pas la solution durable. Il n'y a pas de solution vraie, au fond, entre la Russie et l'Ukraine et les autres. Donc il faut aider l'Ukraine à tenir bon et à préparer la suite, parce qu'à un moment donné, il y aura un compromis douloureux. Ce que d'ailleurs Zelensky dit en privé aux interlocuteurs européens, en disant « je serai obligé d'accepter un compromis à l'arrivée, mais il me faut des garanties solides ». Oui, alors Hubert Védrine, vous avez dit la question centrale des prochaines semaines sera de savoir si Volodymyr Zelensky est prêt à abandonner le Donbass. Non, je n'ai pas dit Zelensky. Une décision qui dépendra des garanties que les Américains donneraient à la coalition des volontaires. Oui. Trump réclame aussi d'ailleurs des élections anticipées, donc un peu la tête de Zelensky, non ? Oui, mais c'est conjoncturel, ça. En fait, Trump voulait se débarrasser du sujet. Pour les gens de Trump, la question n'existe pas. Il n'y a que les Européens qui pensent que le sort du monde dépend de ça. Les Américains actuels, même les démocrates, ne pensent pas ça. Mais il n'a pas complètement abandonné, en réalité. Depuis 1 an, il prétendait qu'il allait abandonner l'arme, l'aide financière, les données satellites, machin. Il ne l'a pas fait, en fait. On est entre les deux. Et on ne sait pas ce que ça va donner. Mais enfin, vous voulez bien, il n'y a pas 36 hypothèses. Il y aura une sorte d'arrêt des combats sur une ligne dont on n'est pas sûr. Et notre job à nous, Européens, l'Union européenne, voire les autres, parce que la Grande-Bretagne fait partie du schéma aussi, la Turquie aussi, comment on aide l'Ukraine après. Ça, c'est sérieux. Donc, toutes les décisions dans ce sens sont bonnes, si elles sont tenables financièrement par nous. N'envoyez pas votre argent à quelqu'un d'autre si vous avez besoin de cet argent pour votre compétitivité. C'est ce qu'a déclaré Viktor Orban, le dirigeant hongrois qui est le principal détracteur de l'Ukraine dans le club européen et qui rencontre d'ailleurs Poutine régulièrement. Il a, dans son pays, dégradé l'état de droit, théorisé la démocratie illibérale, trépigne car il va faire face le 12 avril à des élections qui ne sont pas gagnées d'avance malgré le soutien de Trump. La suite pour ce Hongrois ? Il est proche de Trump, comme vous l'avez dit, mais je ferai remarquer que ce que dit Orban et qui scandalisait la plupart des commentateurs en Europe de l'Ouest, c'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, il faudra reparler à Poutine, même si on est horrifié par ce qu'il a fait, ça commence à être dit par d'autres pays, y compris Macron, y compris Merz un peu, des Européens qui disent on ne peut pas laisser Trump gérer tout seul les relations d'avenir avec la Russie. Donc pour ne pas laisser Trump, ils vont dire dans certaines conditions, il faut voir comment, qui parle comment pour dire quoi par rapport à ça. Mais sur ce point très particulier, Orban sera moins seul qu'il le paraissait ces dernières années où en gros, là, il y a toute une mobilisation anti-Orban. On verra ce que décideront les électeurs hongrois. C'est à eux de décider, c'est pas à nous. Hein. Orban est toujours là. Si les médias d'Europe de l'Ouest étaient tout puissants, il ne serait plus là. Ben, il est toujours là, quand même. Hein. Et il va peut-être perdre les élections. Auquel cas, ça change la donne, je suis d'accord. Dans un sens plus positif. Mais on n'est pas sûr encore. Les ministres de la Défense de l'OTAN se réunissaient le 12 février à Bruxelles. L'épisode groenlandais, est-ce qu'il a signé le début de la mort cérébrale de l'OTAN ? Non, le mot mort cérébrale d'Emmanuel Macron remonte à il y a quelques années, quand l'OTAN était incapable de gérer les tensions entre la Grèce et la Turquie, qui sont membres de l'OTAN. Il avait raison dans ce mot, il ne faut pas le généraliser par rapport à ça. En revanche, est-ce que c'est la fin de l'Alliance Atlantique, celle de Roosevelt puis de Truman et de Churchill, les Européens ? À la demande des Européens, il faut toujours le rappeler, hein. La défense de l'Europe est assurée par les Américains, à la demande des Européens. C'est pas une anomalie, une bizarrerie américaine. Bon, est-ce que c'est fini ? Il y a toujours eu un doute sur le degré d'engagement des Américains, mais
C'est un doute pour les Russes aussi. Donc ça a fonctionné. Et maintenant, je vois que Trump ne va pas au bout de sa démarche. Il montre que l'article 5 qui assure la sécurité collective, il n'est pas forcément engagé, mais enfin, on n'est pas sûr. Et le système militaro-industriel technologique américain veut garder ce lien, parce que 70% des dépenses de défense des Européens ne vont pas à l'Europe, contrairement à la très bonne ambition de Macron, la préférence européenne. Aujourd'hui, 70%, c'est acheté aux États-Unis. Ils veulent le garder, ça. Donc, en théorie, normalement, ils n'ont pas intérêt à couper le lien. Le commandement Donc, reste aux mains américaines, vous l'avez très bien... Et d'ailleurs, les nouvelles nominations aussi. Du coup, est-ce qu'une autonomie militaire européenne, un pilier européen de l'OTAN, ça devient irréaliste et à quelle échéance ? Donc, ça ne devient pas. Ça a toujours été irréaliste. Toujours. D'ailleurs, les 150 colloques qui ont lieu en France sur la défense européenne n'ont jamais débouché sur rien, en pratique. Parce que les Européens veulent garder ce lien. Quand ton commandant en chef militaire, c'est un Américain depuis le début. Ça n'a pas changé, ça. Si on dit, nous les Européens, on va faire la défense européenne à partir de la France, les autres ne veulent pas. Donc c'est plus malin de dire pilier européen de l'Alliance. D'ailleurs, quand Macron et Steinmeier réunissent la coalition des volontaires éventuels pour donner des garanties à l'Ukraine, très bien, dans l'hypothèse du cessez-le-feu, tous les participants disent qu'il faut une garantie américaine quand même. Donc l'autonomie, c'est un objectif. Pour avancer, il faudrait dire, voilà les forces que nous, les Européens, on peut mettre, voilà l'état-major qu'on veut créer, et voilà qui donne les ordres. Qu'est-ce qui va donner les ordres d'abattre ou pas l'avion russe ? C'est un élu démocratiquement légitime. Donc c'est pas l'Union européenne du tout, elle n'est pas compétente là-dessus. Donc ce serait, si on y arrive, si on avance vers le pilier, une sorte de conjonction en 1 minute des décisions anglaises, françaises, allemandes, polonaises, peut-être italiennes et suédoises, mais on n'arrive pas à 10 en tout cas. Voilà le schéma pour avancer. Après, à quelle vitesse ? On n'en sait rien, ça dépend des décisions des Européens concernés et de la Grande-Bretagne. Alors, pour parler de ces Européens, justement, je vous propose d'écouter Hubert Védrine, l'interpellation d'un jeune Européen pour notre ligne directe. Il s'agit de Brieux, un citoyen français. On l'écoute tout de suite. Pourquoi l'Union européenne, avec presque 450 millions de consommateurs, a autant de difficultés à s'imposer comme un acteur économique de poids sur les marchés, notamment envers les géants américains et chinois, qui semblent plus à même de capter les investissements et les produits, là où 450 millions de consommateurs, ça devrait être un Eldorado qui devrait être favorable à l'Europe. Réponse Hubert Védrine. Mais il faut rappeler qu'à l'origine, c'est un marché commun, devenu l'Union européenne. Mais même Jacques Delors, qui a été le grand président de la Commission depuis le début, qui était très réaliste, disait que c'est une fédération d'États-nations. On ne verra jamais disparaître l'Allemagne. Alors autant cette union n'est pas compétente sur la défense. Il n'y a rien dans les traités qui leur donne la compétence. Madame von der Leyen va trop loin. Son commissaire aux armements devrait s'occuper d'industrie, mais pas de questions de défense ou d'armée, ce qui est complètement irréaliste. Ça fait perdre du temps. En revanche, dans les domaines, dans la question posée sur la question industrie, technologie, avancée économique, la Commission fait pas mal le job. S'il y a eu un sommet sur la compétitivité, pour dire qu'on était vraiment très très en retard sur les États-Unis, les Chinois, Emmanuel Macron qui appelle justement à cette occasion à créer des eurobonds d'avenir. Non, ça c'est la question des emprunts. Les autres ne veulent pas. On n'est pas en état d'emprunter en plus, surtout vous. Ça c'est la question des eurobonds. En revanche, la compétitivité, on en parle depuis le début, mais les Européens ont fait des choix différents. Ils ont voulu travailler moins, investir moins dans l'avenir, désindustrialiser, tout faire fabriquer. Ils ont fait l'inverse d'un programme de compétitivité depuis 20 ou 30 ans. Pas les dirigeants, les gens. Les dirigeants suivent les gens, en fait. Donc, attaquer ce sujet maintenant, très bien. Est-ce qu'on est dans le domaine de compétence de l'Union ? Oui. Est-ce qu'il y a des avancées ? Oui. Par exemple, tous les textes inspirés par Thierry Breton, d'où la hargne des Américains contre lui, sur la régulation des plateformes, c'est le bon sujet. Après, il faut réinvestir, pas forcément en empruntant, puisque les autres ne veulent pas, réinvestir dans des technologies d'avenir, qui sont à la fois très technologiques et très écologiques. Mais justement, c'est un chemin de plusieurs années. Si on regarde justement dans le détail, plus libéral que nous, le gouvernement de Friedrich Merz en Allemagne est favorable aux grands accords avec le Mercosur et contre les emprunts communs à la différence de nous ou la préférence européenne. Il y a évidemment des bisbilles avec les Français autour de l'avion du futur SCAF. Et puis il y a une volonté d'Emmanuel Macron, vous l'avez mentionné, de dialoguer avec la Russie ou d'une ligne dure face à Donald Trump. On voit cette relation franco-allemande que vous connaissez bien, très détériorée selon vous ?
Il n'y a plus de couple franco-allemand depuis la réunification. On ne va pas découvrir le vélo maintenant. Jamais Schröder ne parlait du couple. Jamais. Madame Merkel n'en parlait que quand elle passait à Paris. Donc il y a eu un couple, De Gaulle-Adenauer, Giscard Schmitt, Mitterrand-Kohl, qui avaient choisi Delors ensemble. C'est fini. Donc il faut comprendre la situation. On est des pays fondamentalement différents. Si on n'est pas d'accord, rien ne marche. On a des désaccords sur plein de sujets, à commencer par l'énergie, notamment la question nucléaire, mais pas que, par rapport à ça. Il n'empêche que si on veut que la machinerie européenne, qui énerve un peu tout le monde maintenant, fonctionne mieux, il faut que la France et l'Allemagne soient d'accord. Ok, on est différents, on a des désaccords, très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble quand même? Et là, il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Il faut abandonner tous les, disons, l'approche un peu sentimentale de la question. Il faut être beaucoup plus concret. Et il y a beaucoup de choses à faire. Sentimentalement, on a l'impression quand même que la bromance, elle se passe plutôt entre le chancelier Merz et l'italienne Meloni, qui vient de la droite radicale. Est-ce que cette alliance droite mainstream, droite radicale, qu'on voit se répéter en Europe, au Parlement pour certains textes, dans des gouvernements, etc., c'est aussi l'avenir? Alors, en effet, il y a une sorte de proximité politique ou idéologique actuelle ou tactique ou conjoncturelle entre l'Allemagne et l'Italie. Il ne faut pas le négliger, c'est très important. Il ne faut pas le traiter de façon polémique. C'est fondamental. Il y a énormément de sujets où il y a convergence. Bon, est-ce que ça veut dire divergence avec tous les autres, par exemple? Non. Sur la question migratoire, par exemple, qui a pourri les questions depuis des dizaines d'années, parce qu'elle n'a pas été traitée, dont les extrêmes s'en servent. C'est évident que tous les Européens vont aller vers une synthèse entre ce que fait Mélanie et ce que fait la gauche danoise. Vous voyez, donc le contraste... C'est la même chose, en vrai, ce qu'ils font. Pas tout à fait. Bon, la quantité d'immigration légale n'est pas... Enfin bon, en gros, la même chose. Donc oui, il faut que la France se dise, pourquoi est-ce que l'Italie et l'Allemagne, normalement, ils ne devraient pas converger à ce point? Pourquoi ils le font? Ça nous renvoie à nous. Pas pleurnicher sur la question Italie-Allemagne, mais dire qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Et évidemment, c'est un sujet peu populaire, parce qu'il faudrait que les Français travaillent plus, finalement, investissent plus, mais il faut travailler plus. Il faut créer de la richesse avant de la distribuer. Ouais, tous les éléments de base qui sont quand même contestés par une majorité de gens, pas que dans les extrêmes. Donc à peu près tous les débats sur l'Europe, est-ce que ça pourrait pas marcher mieux? Oui, je suis d'accord aussi. Ça nous renvoie souvent à des questions sur nous. Yeah. Merci Hubert Védrine d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Direction Bruxelles maintenant pour notre débat sur la protection des mineurs en ligne. Faut-il interdire ou non les réseaux sociaux aux mineurs? Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour un débat autour de l'impact des réseaux sociaux sur la jeunesse. Beaucoup de spécialistes estiment en effet que ces plateformes font courir des risques en matière de santé mentale, troubles de l'attention, stress, anxiété, exposition au harcèlement et à des images pédopornographiques. Face à ce fléau, plusieurs pays membres de l'Union européenne réfléchissent à une interdiction pure et simple de ces réseaux sociaux pour les mineurs en France. Les députés, par exemple, ont voté cette mesure radicale pour les moins de 15 ans. Mais pour réguler ces plateformes souvent américaines, la responsabilité revient à la Commission européenne qui dispose d'outils puissants, de directives sur les services et les marchés numériques intitulées DSA et DMA. Elles sont censées lutter contre les contenus violents, la désinformation et protéger les plus jeunes. D'ailleurs, le réseau social X d'Elon Musk s'est vu infliger une amende de 120 millions d'euros par Bruxelles pour non-respect de ces règles européennes. La justice française enquête de son côté sur l'intelligence artificielle de ce réseau social qui détourne des photos d'enfants pour les dénuder. Alors l'Union européenne pourra-t-elle vraiment encadrer ces big tech américaines au risque de représailles de la part de Donald Trump qui protège ses amis? Nous en parlons avec nos invités, 2 eurodéputés aujourd'hui. Stéphanie Yoncourtin, bonjour. Vous êtes française, membre du groupe centriste Renew au Parlement européen. Face à vous, Ival Valchev, bulgare, membre du groupe des conservateurs réformistes européens, à la droite de cet hémicycle du Parlement européen. Alors justement, parlons de cette France qui a voté l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Pourquoi c'était nécessaire en l'année 2026 dans une société du tout numérique? C'était nécessaire parce que le constat est partagé, unanime. C'est un problème, et vous l'avez dit, de santé mentale. C'est pas juste cette année que ça se passe. On voit que le président de la République, Macron, avait, il y a 2 ans, depuis 2024, lancé cette commission écran et enfants, ou enfants et écran. Et dans les mesures de protection des mineurs en ligne, il y avait notamment cette question de majorité numérique, cette question d'interdiction des réseaux sociaux.
Et il a poussé, il y a une coalition de volontaires d'États membres, et plusieurs États membres sont en train de prendre la suite de ce que fait la France en ce moment au niveau de l'Assemblée nationale. La Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également dit qu'elle allait réunir des experts et qu'on allait travailler sur le sujet. Et puis nous, au Parlement européen, moi j'étais pour mon groupe rapporteur de ce fameux rapport qui a été voté très majoritairement au Parlement européen en novembre dernier, justement pour appeler la Commission européenne à fixer une majorité numérique harmonisée et pas uniquement en fonction des différents États, parce que c'est un cadeau qu'on ferait aux plateformes et aux réseaux sociaux. Alors on va écouter ce que pensent les lycéens français de cette interdiction des réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans votée par l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Par exemple, moi, j'ai supprimé TikTok parce que ça prenait trop mon temps. J'arrivais pas à faire mes devoirs. Enfin, j'avais tout le temps la tête ailleurs au lieu de faire mes devoirs. Franchement, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. D'un côté, je trouve qu'il devrait peut-être faire de la prévention pour les jeunes et au lieu de mettre des interdictions. Mais d'un autre côté, je trouve ça bien parce que maintenant, il y a des contenus abusifs pour les plus jeunes. Et surtout maintenant, on est dans une génération où les téléphones, c'est ancré en nous, donc c'est compliqué de retirer ça à un enfant. De toute façon, il trouvera toujours un moyen pour utiliser un portable ou être sur les réseaux sociaux. Ivailo Valchef, on l'entend, même les jeunes sont conscients des dangers des réseaux sociaux pour leur santé mentale. Est-ce que vous aussi, vous reconnaissez que cela peut nuire gravement à leur bien-être? Oui, il faut être aveugle pour nier un tel problème. Ça existe et ça, c'est un problème vraiment très grave. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment on va faire cette interdiction fonctionner. Parce que j'ai peur que ça ne va pas fonctionner, non pas parce que ce n'est pas utile, mais parce que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes gens qui ne seront pas d'accord et qui vont trouver les moyens de contourner. Pour moi, malheureusement, ce n'est pas trop bon à dire, mais en Bulgarie, on a un proverbe et on dit que la loi, c'est une porte au milieu d'un champ. Et si vous êtes... si vous respectez la loi, vous pouvez passer par cette porte. Mais d'autre façon, vous pouvez juste la contourner et continuer comme ça. Donc, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Si on imagine que l'Internet, que la vie online, c'est un chemin, qu'est-ce que nous voulons faire? Est-ce que nous voulons créer une barrière qui, une fois des conditions accomplies, tu peux franchir, tu peux passer? Est-ce que nous voulons créer un mur qui ne peut pas être contourné d'aucune façon, ou nous pouvons juste faire, faire comme ça pour être sûr que les gens qui marchent sur ce chemin auront toutes les possibilités et auront le droit et le pouvoir de... Vous entendez la prévention plutôt que l'interdiction, c'est-à-dire oui. D'abord, ils trouveront toujours des moyens de contourner. Deuxièmement, vous dites à des jeunes de moins de 15 ans, on vous fait confiance mais vous n'êtes quand même pas libre. Il faut une protection minimale. Et moi, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire, mais on n'a pas réussi à prévenir. Jusqu'à présent, ça fait 15 ans que les plateformes s'autorégulent, sans aucune responsabilité. Et c'est tout le sens du DSA et du DMA, en tout cas du DSA pour les contenus dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des contournements. L'interdiction de l'alcool aux mineurs de moins de 18 ans, qui sur ce plateau n'a pas essayé de boire un peu d'alcool avant 18 ans? Les contournements existent toujours. La loi, des fois, on dit, est faite pour être violée ou transgressée. Mais il faut une protection minimale. C'est une question de santé publique. Et il y a énormément d'études scientifiques mondiales qui montrent à quel point, jusqu'à 13 ans, alors que les enfants sont encore en pleine préadolescence, même bien avant, sont encore des enfants, ne sont pas suffisamment matures, n'ont pas le recul nécessaire. Et moi, j'insiste pour dire déjà que l'âge de 13 ans, c'est l'âge qui est fixé déjà par toutes les plateformes et les réseaux sociaux. Il ne se l'applique pas. Et dans notre rapport au Parlement européen, on a voté ça, c'est-à-dire l'interdiction pure et simple jusqu'à 13 ans des réseaux sociaux, mais c'est ce qui existe déjà pour les plateformes. Et ensuite, entre 13 et 16 ans, une interdiction, sauf
autorisation parentale. Et c'est là où vient l'idée de la formation, de l'accompagnement. Et c'est aussi pour ça qu'au Parlement européen, on a eu un vote aussi majoritaire, y compris dans votre groupe. Beaucoup ont voté. Dans notre groupe, il n'y a pas d'unanimité sur ce sujet parce que, premièrement, chaque pays, il y a ses traditions, il y a ses visions, mais moi je trouve que il existe quelque chose de plus grand que juste interdire ça, parce que il y a beaucoup de questions qui surgissent de tout ça. La liberté d'expression, la liberté de chercher, de partager de l'information, la liberté d'être informé, parce que si une personne ne peut pas utiliser les réseaux sociaux, et quand vous aurez 16 ans ou quand vous aurez 18 ans, on vous dit « Ok, demain tu vas voter, maintenant tu peux commencer avec tout ça ». Je ne suis pas sûr que… Tout à fait. C'est intéressant, Stéphanie Aucourtin, parce que les jeunes aujourd'hui, ils s'informent uniquement sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, on va les couper du monde peut-être avec cette interdiction. Mais justement, moi je suis maman d'enfants de 9 ans et 17 ans et je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est à nous aussi notre rôle, mais sans nous responsabiliser plus que ça, c'est-à-dire d'abord au cœur de la responsabilisation, ce sont les plateformes. Ce sont eux qui apportent ce flux de données et d'informations. Ensuite, les parents, et effectivement, il faut éduquer aussi les jeunes. En Chine, par exemple, TikTok est interdit dans la version qu'on connaît, alors que TikTok est chinois, mais la Chine prévoit des TikTok éducatifs. Et moi, je suis d'accord pour dire que les enfants, moi-même, je suis la première à dire à mes enfants, quand tu cherches quelque chose, regarde donc sur telle ou telle plateforme, mais qui n'est pas forcément un réseau social et qui doit être épuré. Et c'est pour ça qu'il y a ces obligations de modération qui sont faites dans le DSA pour dire à X, non, pas de haine en ligne. Interdiction de propager. Écoutons quand même justement ce que pensent les associations de protection de l'enfance sur cette interdiction. On les écoute tout de suite. L'interdiction moins de 15 ans ne sera utile que s'il y a une vérification d'âge solide et robuste qui est mise en place. Et on est un peu sceptique au regard de l'interdiction des sites pornographiques au moins de 18 ans et la difficulté de le mettre en œuvre. Et puis encore une fois, soyons vigilants sur le fait que ça ne résoudra en rien le problème si parallèlement on ne fait pas de l'éducation des enfants et des parents et si parallèlement on ne continue pas la régulation forte qui a été initiée par l'Europe avec le DSA pour contraindre les réseaux sociaux à changer leurs algorithmes, à changer leur modèle économique, à tout le moins quand ils s'adressent aux mineurs, pour lequel ça doit être absolument interdit. C'était un peu ce que vous disiez d'ailleurs. Techniquement, on n'est pas sûr qu'on sait le faire. Il y a beaucoup de pays européens, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Grèce, peut-être votre pays d'ailleurs, la Bulgarie, réfléchit à cette interdiction. Les 27 ne le font pas ensemble. Et puis finalement, ça pose la question de savoir si on a un vrai système de vérification de l'âge, de contrôle de ce qui se passe sur les plateformes. C'est une autre chose, le système de vérification de l'âge, parce que, en ce cas, vous laissez toujours des traces numériques qui peuvent être liées à votre personnalité. Et si un jour, quand vous aurez 18 ans, vous devenez un journaliste ou je sais pas, quelqu'un qui doit être capable de se cacher et qui peut-être fera quelque chose contre l'État. Donc vous êtes contre la vérification numérique? Non, je suis contre. C'est une atteinte aux données personnelles? Oui, parce que je ne suis pas sûr comment ferez-vous pour éviter la possibilité d'être lié avec votre personne en réalité. Et en plus, c'est ce que je veux dire, que j'ai peur que oui, c'est comme ça, nous devons créer une protection. Mais pour le moment, j'ai le sentiment que nous créons peut-être une illusion de protection et non pas la protection elle-même. Stéphanie Aucourtin, la réponse à ces arguments qu'on entend dans ce débat sur l'interdiction de ces plateformes, ça va être une attaque à nos libertés et à nos données personnelles. Non, justement, d'abord, moi je suis tout à fait d'accord avec Justine Atlan dit enfance, tout est dans la mise en œuvre. Si on interdit alors qu'on ne peut pas appliquer, c'est pour ça qu'il faut le faire au niveau européen. Le DSA, la ligne directrice de l'article 28 du DSA, prévoit spécifiquement que la mise en œuvre se fait au niveau européen à travers ce qu'on est en train d'utiliser et que 5 pays ont en test, le passeport numérique européen qui permettrait effectivement d'avoir un instrument, un dispositif de
qui protégerait les données avec une sécurité, une interopérabilité. Et c'est à l'heure vous n'êtes actuelle... pas d'accord, je vous vois faire non de la tête. Je ne suis pas d'accord parce que nous avons, peut-être en France, ça va marcher, mais il y a des pays où je ne suis pas sûr que, peut-être, je dis encore une fois, si vous êtes journaliste ou activiste ou quelque chose comme ça, vous devez être sûr que votre trace numérique... Mais là, c'est grave, parce que ça veut dire que le pays n'est pas sûr et ne protège pas ses journalistes et ne protège pas ses sources. Donc là, parce qu'on est dans un problème de santé mentale. Il est d'accord avec vous là-dessus. Là, il est d'accord. Alors, question quand même, avançons. Parce que est-ce que le problème principal, ça n'est pas précisément effectivement, Elon Musk, on lui a infligé cette amende de 120 millions d'euros qui était... il n'était pas du tout content. Il a dit d'ailleurs qu'il fallait dissoudre l'Union européenne à cette occasion. Est-ce qu'on osera à l'avenir activer cet encadrement des plateformes dont on est tellement content, tellement fier, mais qu'on a peur quand même d'activer avec un contexte de Donald Trump imprévisible? On pousse à le faire. Moi, j'étais au précédent mandat et j'ai travaillé sur ces dossiers. J'étais rapporteur sur le DMA avec Thierry Breton. Il nous manque un Thierry Breton à la Commission européenne. Le problème, c'est une question de volonté. On a les instruments pour faire le bon gâteau, mais on n'a pas le cuisinier. Ursula freine des cas de fer parce qu'on ne sait jamais, il ne faut pas déplaire à Donald et aux oligarques de la tech. Et puis, Ena Virkkunen ne fait rien. Pardon, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de volonté. La commissaire européenne actuelle au numérique, la finlandaise. Ivailo Vachev, est-ce qu'on a peur de rentrer dans un bras de fer avec Donald Trump et avec ses amis des géants de la tech américains pour vraiment réguler ces plateformes? Pour le moment, je pense que pour le moment, ce ne sont que des spéculations. On a vu déjà la manière dont les Américains, dont l'administration Trump travaille avec tout le monde. Ça fait peur. C'est diviser et impera. C'est diviser pour mieux régner. Quand nous étions aux États-Unis l'année dernière avec la commission culte, nous avons compris une chose, que les Américains, ils ne sont pas du tout heureux avec le fait que l'Europe puisse avoir une loi conforme, une loi qui s'applique sur tout. Et ce qu'ils veulent, c'est que tout cas soit résolu cas pour cas. Séparément. Pays par pays. Oui, pays par pays. Diviser pour mieux régner. C'est parce que les États-Unis veulent diviser pour mieux régner sur l'Europe. Par rapport à ce que vous dites, moi j'étais aussi en Californie et je voulais dire que quand vous parlez des Américains, c'est pas tous les Américains. L'administration en ce moment. En Californie, en ce moment, des parents sont en train de faire des actions collectives de masse contre les géants de la tech, les X, les TikTok, et pas que les Américains, TikTok est plutôt chinois. Parce que, compte tenu des graves troubles et de suicides, de cas de suicide, notamment des robots conversationnels, les Grok, les chats GPT, qui en fait entraînent des gros troubles, des difficultés majeures, qui vont jusqu'à l'anorexie et, je l'ai dit, des suicides. Mais est-ce que vous êtes... C'est un parti souverainiste. Est-ce qu'on a manqué justement le coche de la souveraineté numérique, c'est-à-dire de faire émarger sur le marché européen un réseau social européen qui serait plus sûr pour nos enfants? Par exemple, on parle en ce moment du réseau suédois W. Est-ce qu'il faut que l'Union européenne donne de l'argent peut-être d'ailleurs à ces réseaux pour qu'on présente un semblant de concurrence? Mais ça serait très bien d'avoir des réseaux européens, d'avoir des réseaux qui sont contrôlés par la loi européenne. Mais ça ne peut pas être créé juste comme ça parce que c'est le marché libre. Ouais. Et c'est ce que nous disent les Américains, parce qu'ils nous disent que nous avons trop de surrégulation. Non, mais eux, ils n'en veulent pas du tout. Ils veulent la jungle numérique. Dans le marché libre, ils sont en situation de monopole quand même. Oui, bien sûr. C'est ça, parce qu'ils peuvent monopoliser tout. Et il y a les petites plateformes, par exemple, ces plateformes européennes qui, pour eux, c'est difficile de venir sur ce marché. Peut-être il faut les protéger d'une certaine façon. En fait, le souci, c'est que Trump et ses amis de la tech sont pro-dérégulation. Il ne faut pas de règles, c'est la loi du plus fort et c'est la jungle numérique. Nous, ce qu'on essaie justement de mettre en place, c'est des règles pour protéger nos enfants de problèmes de santé mentale. Et donc, on ne dit pas aux géants de la tech et on ne dit pas à Donald Trump de ne pas venir sur nos marchés. On dit s'ils veulent venir faire du business avec 450 millions, on doit aller
jusqu'à les couper, par exemple, s'ils ne suivent pas les règles? Moi, j'ai appelé, notamment avec d'autres collègues, à suspendre jusqu'à peut-être 6 mois, en tout cas temporairement, au titre du DSA, GROC, si on voit des femmes dénudées à leur insu. Enfin, je veux dire, il y a un moment, vous feriez ça dans la vie réelle, vous déshabilleriez des femmes, c'est ce qui se passe. Donc, en fait, le principe, il est simple. Ce qu'on s'est toujours dit, notamment avec Thierry Breton, ce qui est interdit dans la vie réelle est interdit en ligne. Et on finira sur ces mots. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur nos antennes. L'actualité continue.